Le 11 juin 1940, les unités de reconnaissance de la 51e division d'infanterie allemande entrent dans Dieppe de tous les côtés. La ville, considérée comme base sanitaire, n'est pas défendue. Les derniers soldats britanniques sont également partis après avoir bloqué l'entrée du port en y coulant des cargos chargés de ciment, afin de gêner l'accès au port. Les quais sont endommagés et de nombreux bateaux ont été détruits lors de bombardements ou ont été sabordés. Avant d'utiliser le port de Dieppe, les services de la Kriegsmarine vont devoir dégager tous ces épaves et remettre en état les quais. Pendant plusieurs jours en ce mois de juin 1940, très ensoleillé, la ville est morte. Les habitants sont terrés chez eux. Les Allemands ont beau se montrer irréprochables, respectueux et polis, ils imposent néanmoins rapidement le règlement à toute la population occupée. Un arrêté des autorités allemandes réglemente la circulation des véhicules, des bicyclettes et des piétons. Ces derniers doivent obligatoirement circuler sur le trottoir de droite et traverser les rues à angle droit. Les civils doivent céder le trottoir et descendre dans le ruisseau pour laisser le passage à un militaire allemand. Les bicyclettes doivent circuler exclusivement en file. Écouter la radio anglaise devient un délit. Les boulevards de Verdun, boulevard Foch, les pelouses et les jardins de la plage sont interdits à tous. Seule dérogation pour les pêcheurs munis de filets. Le haut commandement allemand veille à ce que toutes ces directives soient strictement respectées. Une foule de règlements, d'interdictions, d'exigences s'abat sur la ville. Tout est soumis à autorisation. Néanmoins, la résistance s'organise. Le 23 août 1940, dans le port de Dieppe, 36 Allemands procédant à un exercice à bord d'un remorqueur perdent la vie. Le capitaine Joseph Godu et son mécanicien Jean Derick, tous deux de nationalité belge, se font sauter avec leur navire. Le 15 novembre 1940, la pêche côtière, sous condition, est de nouveau autorisée pour la consommation locale. Les bateaux de pêche peuvent sortir 1 heure après le lever du soleil et doivent impérativement rentrer 1 heure avant son coucher. Un prix maximum est imposé aux fruits de la pêche, dont les quantités sont souvent ridicules. Les arrestations de militants syndicalistes ou communistes se poursuivent. Ils se retrouvent en prison. Leurs biens sont mis sous séquestre dès le 3 mars 1941. Le 20 octobre 1941, Dieppe, comme toutes les communes du littoral, est classée en zone côtière interdite. Pour entrer dans la zone, il faut maintenant un laissez-passer fort difficile à obtenir. Exception faite pour les ouvriers qui travaillent pour les Allemands, les personnels ambulants de la SNCF et les troupes d'occupation, bien entendu. D'autres habitants sont expulsés pour des motifs purement militaires. En effet, des maisons du littoral sont rasées pour élargir les champs de tir des canons et des armes automatiques, des points fortifiés qui vont progressivement prendre place le long de la côte. Les habitants les plus pauvres sont également chassés des gobes de la falaise, en fait ce sont des grottes, qui sont progressivement transformées en abris bétonnés. Le pillage des matériaux de construction atteint son maximum. Gravier, sable, barbelés, bois sont réservés presque exclusivement à la construction des défenses allemandes.
Depuis plusieurs mois, Staline insiste de plus en plus fermement auprès des gouvernements américains et britanniques sur l'urgence d'ouvrir un second front à l'ouest de l'Europe. L'état-major américain laisse entendre à Molotov, ambassadeur de Staline à Washington, qu'un débarquement pourrait avoir lieu sur les côtes françaises au cours de l'année 1942. Toutes les troupes prévues pour le débarquement sont regroupées sur l'île de White. Il faut faire subir à tout ce monde un entraînement intensif, aussi proche que possible de la réalité. Le premier exercice a lieu dans la nuit du 11 juin. À 5 heures, les troupes débarquent sur les plages de West Bay. C'est une confusion invraisemblable, des transports abordent à des kilomètres des lieux prévus, d'autres s'égarent et débarquent les chars avec un retard considérable. Le 19 août 1942, à 4h45, les troupes canadiennes et 2 commandos britanniques, accompagnés de 50 rangers américains et de quelques Français libres, vont débarquer sur un front de 20 km, en 4 points de la côte de part et d'autre, du port de Dieppe, où sera porté l'effort principal une demi-heure plus tard. Depuis Berneval et Puy, à l'est, jusqu'à Pourville et Quiberville, à l'ouest, une côte inhospitalière, bordée par des plages de galets que surplombent les parois verticales des falaises, que l'état-major allemand a truffé de défenses de toutes sortes. Dans l'aube brumeuse d'un jour d'août 1942, une armada de 250 navires de toute taille se dirige vers les côtes françaises de Manche. Au large de Berneval, 23 péniches de débarquement transportent le commando numéro 3. 7 d'entre elles seulement atteignent la côte. Les autres ont été dispersées à la suite d'un combat avec des navires allemands, faisant route de Boulogne jusqu'à Dieppe, et dont la présence avait été signalée à 2 reprises par l'amirauté britannique au capitaine Hugh Hallett, commandant les forces navales de l'opération. La défense allemande est donc en alerte, l'opération se poursuit. À Puy, à quelques centaines de mètres à l'entrée du port de Dieppe, les 600 hommes du Royal Regiment of Canada sont lancés à l'attaque. À Varangeville, à l'ouest de Dieppe, l'Orlovat débarque entre Quiberville et Sainte-Marguerite-sur-Mer avec ses 160 hommes. À Pourville, au même moment, un régiment de Canadiens est mis à terre, avec l'intention de tenir la plage et la ville, en attendant les chars.
Dieppe. L'assaut principal sur Dieppe est lancé à 5h20 par le Royal Hamilton Light Infantry et par l'Essex Scottish Regiment. Au moment où les embarcations approchent de la rive, des chasseurs et des bombardiers légers de la Royal Air Force et de la Royal Canadian Air Force attaquent. Les tirs meurtriers de la défense allemande, qui prennent la plage et la promenade en enfilade, sèment la mort parmi les hommes du Royal Hamilton Light Infantry. Ils se lancent à nouveau à l'assaut, traversent la plage sous un déluge de feu et parviennent après une heure de combat à pénétrer dans le casino que les Allemands ont transformé en blocos. À l'est de la plage, l'Essex tente à plusieurs reprises de franchir le mur qui le sépare de la promenade sans y parvenir. Tant est intense le feu de l'ennemi. Seul le groupe du sergent-major Stapleton parvient à ouvrir une brèche dans les barbelés, à traverser le terre-plein de la promenade de maison en maison vers le port. Les 9 chars du régiment de Calgary qui devaient soutenir l'assaut de la première vague ont débarqué par erreur trop à l'ouest de la plage et avec 15 minutes de retard pendant lesquelles l'infanterie est privée d'appui-feu. L'effet de surprise qu'il devait provoquer est perdu. Appui, la falaise et un mur de 4 mètres ont barré la route du Royal Regiment et du Black Watch of Canada. Certains hommes n'ont pu même quitter la passerelle de leur péniche. Lancés à l'assaut sous les tirs d'armes automatiques,
des explosions d'obus et de grenades et des tirs de mortier d'une violence inouïe. Un enfer, mais aussi une tragédie. En 5 minutes, le bataillon de 600 hommes est réduit à l'effectif de quelques dizaines d'hommes. « 40 civils diepois ont perdu la vie pendant ce raid. Les destructions sont nombreuses. Tous les immeubles du front de mer ont été brûlés ou sont très endommagés. La manufacture de tabac brûle pendant plusieurs jours. Il faut signaler le travail douloureux que va exécuter une équipe de sapeurs-pompiers et de volontaires sous les ordres du capitaine Haas. Cette opération laissa un goût amer aux Canadiens, car les troupes engagées furent décimées, alors que la tournure des opérations tournait en peu de temps au désastre. Ce raid avait pour but de tester ce fameux mur. L'Angleterre apparaissait ainsi le tremplin servant de base à toute opération future. Le débarquement de Dieppe, ou opération Jubilé, fut finalement une opération amphibie alliée de faible envergure, à l'ouest de la France occupée. Mais à présent, le mur de l'Atlantique a été testé. D'un point de vue humain, l'opération Jubilé est une véritable catastrophe. Sur les 6686 soldats alliés engagés, 4397 sont portés disparus. Faits prisonniers ont été blessés ou tués. Les Canadiens ont le plus souffert de cette attaque. 907 d'entre eux ont été tués. Les Alliés établissent rapidement de nombreux rapports qui permettent de comprendre pourquoi l'opération a pris une telle ampleur. Les objectifs étaient pourtant clairement définis. Détruire les défenses ennemies au voisinage de Dieppe, démolir les installations de l'aérodrome de Saint-Aubin, détruire les stations de radio, les centrales d'énergie, les installations du port et de la gare, ainsi que les dépôts de pétrole. Emmener les chalands de débarquement, afin de les réutiliser, s'emparer des documents secrets trouvés à Arques-la-Bataille, faire le maximum de prisonniers. Les constatations les plus nettes sont les suivantes. Le manque de soutien aérien a fait défaut aux forces débarquées. Un bombardement préalable aurait certainement handicapé de manière considérable les troupes allemandes, tandis que le soutien blindé était inefficace. L'opération Jubilé apportera de très nombreuses informations extrêmement importantes aux dirigeants alliés qui ont désormais testé la réactivité des forces allemandes derrière le mur de l'Atlantique. Ces renseignements payés au prix du sang par les soldats alliés seront très utiles aux militaires dans le cadre de la préparation de l'opération vers l'ordre. Les blessés prisonniers sont emmenés à l'Hôtel-Dieu de Dieppe et à l'Hôtel-Dieu de Rouen. Les religieuses faisant preuve d'un dévouement exemplaire ont s'occupé d'eux. Plus de 2000 hommes ont été capturés à l'issue du raid de Dieppe. Les soldats valides prennent le chemin d'Anvermeux et de Saint-Nicolas d'Aliermont, où ils sont partis dans un chantier alors que les officiers sont enfermés dans l'église. Après un interrogatoire et une vaine tentative de diviser les Canadiens anglophones et les Canadiens francophones, tous prennent le chemin des camps de prisonniers. Le Flag 7B à Eichstätt et le Stalag 8B de Lansdorf. La majorité d'entre eux sera libérée en avril 1945 par l'armée américaine, après avoir échappé de peu à un bombardement massif de leur camp. Des C-47 Dakota ramèneront en Angleterre, puis au Canada.